Bonjour, bienvenue sur ABC Doc. On va ensemble parler d'adénome de la prostate. Alors l'adénome de la prostate, c'est une maladie bénigne qui ne concerne que les hommes, puisque pour avoir un adénome de la prostate, il faut avoir une prostate et il n'y a que les hommes qui ont une prostate. Pour parler d'adénome de la prostate, vous allez avoir avec vous deux urologues, le professeur Alexandre Delataille de l'hôpital Henri Mondor et moi-même qui suis François Desgrandchamps de l'hôpital Saint-Louis et également Bernard qui souffre de cette pathologie qui nous en donnera son histoire. Alors, pour parler de la prostate, il faut d'abord savoir à quoi sert la prostate et quelles sont les deux pathologies de cette prostate avec l'âge. Alors, la prostate, c'est une glande qui participe à la formation du sperme. C'est ça sa fonction. Et elle est située sous la vessie. La particularité de cette glande, c'est qu'elle est creuse et l'urine passe au milieu de la prostate pour pouvoir sortir. C'est une petite glande, mais qui peut être le siège de deux maladies très différentes. L'adénome de la prostate, donc, qui est l'objet de notre réunion, qui est une pathologie complètement bénigne et très fréquente, dont on ne meurt pas, et le cancer de la prostate, dont on peut mourir. Les deux maladies n'ont rien à voir ensemble, sauf qu'elles sont toutes les deux dans la même glande. L'adénome de la prostate, c'est l'augmentation de taille de la prostate. Comme on sait que la prostate est creuse et que l'urine passe au milieu, si cette glande grossit, ça gêne l'évacuation de la vessie et le patient ressent des anomalies dues à cet obstacle sur l'évacuation des urines de la vessie. Eh bien justement, parlons avec Bernard qui a eu des signes urinaires, qui a eu des problèmes avec sa prostate et qui a récemment consulté dans un de nos hôpitaux. Est-ce que Bernard, vous pourriez nous décrire un petit peu les débuts des symptômes? Comment vous vous êtes rendu compte que votre prostate avait un dysfonctionnement et vers quoi vous vous êtes tourné? Eh bien oui, effectivement, il y a à peu près 5-6 ans, j'ai commencé un petit peu à avoir des rétentions d'urine et des problèmes de ce côté-là. Je ne savais pas exactement situer, je ne pouvais pas situer Vous exactement. avez l'impression que ça se bloquait? Ça se bloquait. D'accord. Ça, c'était J'ai du vraiment... mal à vider la vessie Voilà, et ça, parfois c'était vraiment... l'impossibilité de vider la vessie. Tout à fait. Ça a été vraiment le premier symptôme qui m'a heurté, qui m'a... Et ensuite est venu tout de suite les problèmes la nuit, de besoin d'uriner la nuit, mais de rester toujours bloqué, d'avoir des difficultés à uriner, toujours ce qui persistait. Donc vous leviez plus souvent la nuit pour aller uriner et en plus la nuit c'était difficile pour uriner. Tout à fait. Et dans la journée? Dans la journée un petit peu moins. Les symptômes étaient un petit peu moins forts, mais ils étaient quand même présents et c'est ce qui m'a décidé à consulter un premier médecin qui m'a dirigé, qui m'a dirigé vers des radios, des examens, voir un petit peu l'état de la situation et qui a décelé effectivement de ce côté-là une prostate assez volumineuse. Ce qu'on peut dire effectivement, comme Bernard l'a indiqué, c'est que les symptômes les plus fréquents sont d'ordinaire les levées la nuit. Il est normal de se lever la nuit, 80% des Français au-delà de 50 ans se lèvent une fois par nuit, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais à partir de 2 fois, c'est le signe le plus précoce d'adénome de la prostate. Et puis Bernard a également le signe typique d'adénome de la prostate, donc l'obstacle. Le fait d'avoir des difficultés, d'être obligé de pousser pour uriner ou un jet plus faible, c'est typiquement l'effet de l'adénome de la prostate. Les examens que l'on peut faire lorsque le patient se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas de ce point de vue-là, c'est ce que Bernard a indiqué, c'est avant tout l'imagerie par l'échographie qui permet de savoir quelle est la taille de la prostate et de savoir également dans le même temps si la vessie se vide bien, c'est-à-dire quelle est la souffrance de la vessie au-dessus de l'obstacle. Alors là, on a vu les problèmes obstructifs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des problèmes irritatifs? Il y a des problèmes irritatifs qui sont dus à la réaction de la vessie à l'obstacle. La vessie est obligée de se contracter très fort pour que l'urine puisse passer au milieu de la prostate et elle se modifie en devenant plus instable, c'est-à-dire très sensible. Elle va être sensible au remplissage et les patients vont avoir du mal à attendre pour uriner, seront obligés de se précipiter aux toilettes pour uriner, vont uriner très souvent parce que la vessie ne supportera pas bien d'être remplie. Et au pire, ça peut donner des incontinences, c'est-à-dire en fait, le patient a une telle envie d'uriner qu'il ne peut pas se retenir parce que la force de contraction de la vessie est bien supérieure à la force de blocage du sphincter. D'accord. On a vu avec Bernard qu'il y avait un problème avec ces difficultés la nuit et surtout des sensations de blocage. Blocage, ça nous évoquerait plutôt une complication de cet adénome de la prostate? Est-ce qu'il y a d'autres complications qu'il faut craindre?
Alors, c'est effectivement la complication majeure, c'est la rétention aiguë d'urine. C'est-à-dire, à un moment donné, le patient a du mal à uriner, tellement de mal qu'il n'y a plus une seule goutte d'urine qui sort. C'est douloureux, c'est une vraie urgence qui nécessite un drainage vésical, donc soit la mise en place d'une sonde, soit un cathéter suspubien. Donc, c'est une vraie urgence qu'il faut éviter. Donc, le rôle du médecin, ça va être de faire en sorte que les traitements, médicaments ou les interventions soient faits suffisamment tôt pour éviter ça. Néanmoins, beaucoup de patients arrivent en rétention à l'hôpital et sont pris en charge en urgence. Alors face à ces symptômes, qu'est-ce que vous a proposé votre médecin? Alors, dans un premier temps, donc, nous avons fait des analyses pour voir éventuellement s'il y avait un cas de cancer. D'accord. Donc ça, cette première phase a été négative. C'est Donc, ça a été- un dosage sanguin du Tout à PSA. fait. D'accord. Tout à fait. Donc cette première étape a été balayée tout de suite. Et ensuite, on a procédé à éventuellement des modifications dans le régime alimentaire. Mm. Ça n'a pas donné grand-chose parce que les années ont passé et il s'est avéré que la situation empirait de plus en plus. Plus souvent la nuit, plus de douleur, un inconfort total, enfin bref, des problèmes. Donc dernièrement, j'ai consulté un médecin, chirurgien, qui lui, visiblement, m'a dit, bon, elle est très grosse, il faut l'enlever. Je travaille beaucoup, donc le temps a passé, j'ai négligé cette phase. Et il se trouve que là, j'ai été vraiment très embêté. Et c'est là où j'ai rencontré le professeur Desgrands-Champs, avec qui que j'ai consulté et avec qui nous avons parlé de ce sujet. Alors, ce que vous dites est aussi important sur le point initial sur les traitements sans médicaments. Tout à fait. Vous avez parlé de diététique et c'est souvent Tout à fait. sous-utilisé. La prise en charge diététique et plus la prise en charge d'hygiène en fait, générale, c'est avant tout l'exercice physique, la lutte contre la sédentarité, de marcher 2 à 3 heures par semaine diminue le risque de 40% d'avoir un adénome de la prostate, et également de perdre un petit peu de poids, qui également améliore également les symptômes urinaires. Donc si cette prise en charge est faite et qu'elle ne fonctionne pas, bien sûr les médicaments sont là, et ce n'est qu'en cas d'échec d'un traitement médical qu'on peut envisager une intervention chirurgicale. Vous avez reçu des médicaments pour votre prostate? Oui, alors j'ai déjà fait une première expérience avec une série de médicaments qui étaient destinés justement à réduire l'ampleur de la prostate et à dégager un petit peu les voies. Enfin, je m'exprime peut-être pas précisément en ce qui concerne l'analyse de ces médicaments et l'action de ces médicaments, mais ça m'a permis d'attendre un petit peu. Je reviens à ce que disait le professeur et je voudrais souligner aussi qu'effectivement, il y a eu dans cette phase de correction alimentaire et diététique, une phase d'amélioration, effectivement, perte de poids, la marche, le sport. Je ne fume pas, donc ça a aidé aussi à améliorer un petit peu la situation. Mais très vite, la situation est dégradée. Voilà. Donc il y a 2 types de médicaments, enfin 3 types en fait, de médicaments pour soigner les symptômes dus à l'adénome de la prostate. Vous les avez cités 2 d'entre eux. Le premier, c'est un médicament qui diminue la taille de la prostate. Malheureusement, ce n'est pas une diminution très importante. C'est un quart des patients, une diminution à peu près de 20% de la taille de leur prostate. On viendra après aux effets secondaires de ces médicaments. L'autre famille de médicaments, c'est les médicaments qui relaxent la prostate. Un quart de la prostate, c'est du muscle. C'est un muscle circulaire qui enserre le conduit urinaire. Et donc, si on relâche ces muscles, les urines passent mieux. Donc, vous avez testé ça aussi. Et puis enfin, la dernière famille qui est quand même assez typiquement française qu'on utilise sont les extraits de plantes. C'est un petit peu empirique, mais ça fonctionne aussi. Donc, c'est ces 3 types de médicaments qu'on peut utiliser en cas d'adénome de la prostate. Le problème des médicaments, c'est d'une part leur efficacité. Est-ce que c'est assez efficace ou pas? Pour vous, en pratique, pour cette première série de traitements, parce qu'on verra qu'il y a d'autres façons, mais pour cette première série de traitements, ce n'était pas assez efficace. Et puis le risque d'effets secondaires. Avant tout, sur la sphère sexuelle, il peut y avoir des modifications de la libido avec un risque d'impuissance pour les médicaments qui diminuent la taille de la prostate. Et puis des problèmes d'éjaculation avec les médicaments qui relaxent la prostate, le sperme partant alors dans la vessie ou n'arrivant pas par paralysie des contractions des vésicules séminales. Donc ça, ce sont les médicaments de première intention, donc 3 familles.
des médicaments qui diminuent la taille de la prostate, des médicaments qui relâchent la prostate et des extraits de plantes dont l'efficacité est empirique. Ils agissent sur la prostate. Mais on a vu tout à l'heure que très rapidement, les symptômes étaient dus au retentissement vésical de l'obstacle prostatique. Et donc il y a une autre série de médicaments qui vont agir sur la vessie en la décontractant. Et puis plus récemment, il y a un médicament qui arrive actuellement sur le marché, qui est un médicament qui améliore à la fois les symptômes urinaires et les symptômes sexuels. C'est une sorte de grand relaxant musculaire. C'est l'équivalent des médicaments qu'on prenait pour l'impuissance, ces fameuses petites pilules bleues, qui sont maintenant disponibles sous forme de petites doses tous les jours et qui améliorent à la fois les symptômes urinaires et les performances sexuelles des hommes, puisqu'il faut savoir que lorsqu'on a des problèmes urinaires, très souvent sont liés des difficultés sexuelles. Les deux sont liés, peut-être par des mécanismes communs, peut-être simplement dus à l'âge, mais souvent les deux sont liés. Et donc cette dernière famille de médicaments permet d'améliorer les deux. Donc on a un grand arsenal thérapeutique de médicaments pour pouvoir soigner les gens. Donc soit les médicaments qui diminuent la taille, qui relaxent la prostate, les extraits de plantes, les médicaments qui agissent sur la vessie et les médicaments qui agissent à la fois sur la prostate et sur la sexualité. Le rôle du médecin, c'est d'arriver à trouver la bonne combinaison. Et donc parfois on y arrive immédiatement, parfois non. Et dans votre cas, vous avez une première série de médicaments, ça n'a pas bien ou pas suffisamment marché, donc on a été amené à changer les médicaments pour essayer de trouver une combinaison qui améliore votre situation. Est-ce qu'on peut en attendre une amélioration dans la quasi-totalité des cas ou... Malheureusement non. Non. Malheureusement non. Et on estime à peu près que environ un homme sur 10 qui souffre d'adénome de la prostate doit être opéré de sa prostate. Ce que vous disiez tout à l'heure, d'enlever la prostate, en fait, on n'enlève que la partie qui a grossi. La partie qui a grossi, c'est la partie la plus interne de la prostate, en laissant la partie externe, qu'on appelle aussi la coque de la prostate. Donc on enlève l'adénome. L'adénome, c'est une grosse masse de tissu fibreux, en fait, et musculaire. Donc c'est ça qu'on enlève de plusieurs façons. Soit on l'enlève par les voies naturelles, en passant par le canal de la verge, par l'urètre, pour les prostates qui ne sont pas trop grosses. Soit, si les prostates sont trop grosses, il faut alors faire une incision de la vessie, par une petite cicatrice au-dessus du pubis. On ouvre la vessie et on enlève l'adénome à ce moment-là directement à travers la vessie. Alors Bernard nous a expliqué qu'il avait vu un médecin qui lui avait débuté un traitement, puis finalement parlé de la chirurgie. Qu'est-ce qui vous avait, pas effrayé, mais qu'est-ce qui vous a conduit finalement à prendre un deuxième avis par rapport à votre prostate? Est-ce que c'était la peur de la chirurgie ou est-ce que c'était voilà, l'intention de se conforter dans ce choix? En fait, c'est un concours de circonstances qui a reporté cette opération. Je dois reconnaître quand même que le médecin que j'avais consulté m'avait expliqué correctement et schématiquement bien la situation. Il m'avait expliqué ce que vous venez de souligner, professeur, en me disant qu'effectivement, il y avait différentes possibilités d'intervention. Un concours de circonstances a fait que je n'ai pas opté pour l'opération, bien que, effectivement, comme toute opération, on est toujours un petit peu réticent, surtout en ce qui me concerne. Moi, c'était la première fois que je serais rentré dans une salle d'opération, donc c'était effectivement quelque chose qui me freinait un petit peu. Le travail étant là, la négligence aussi, j'en conviens, et donc, quelque part, le temps a passé, et maintenant, avec cette nouvelle médication, je suis en train de me rendre compte que ça a été peut-être un mal ou un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, plus exactement. Pour éviter l'opération. Pour éviter momentanément l'opération, si je comprends bien. L'opération a des séquelles, en fait. L'opération en elle-même n'est pas une opération lourde ni dangereuse. Il y a éventuellement un risque de saignement, mais qui est contrôlé et qui est rarement grave. Mais l'opération modifie la vie sexuelle avec ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde, c'est-à-dire qu'au moment de l'orgasme, qui est conservé, le sperme ne sort plus, mais reste dans la vessie, mélangé aux urines. Il sortira lorsque le patient urinera plus tard. Mais sur les autres plans, donc, il n'y a pas de risque d'incontinence urinaire. C'est exceptionnel que les hommes aient des fuites d'urine après les opérations d'adénome de la prostate. Il n'y a pas de risque d'impuissance non plus. La puissance érectile est due aux nerfs
qui passent de chaque côté de la prostate qui ne sont pas touchés quand on enlève un adénome. Donc la seule modification, la seule séquelle réelle, c'est l'éjaculation rétrograde. Est-ce que les nouvelles technologies dont on entend souvent parler, le robot, pas pour l'adénome de prostate, mais en tout cas le laser dans l'adénome de prostate, est-ce que ça peut limiter ces complications et quels en sont éventuellement leurs avantages? Alors, les nouveautés en matière de traitement d'adénome de la prostate, il y a des nouveautés qui sont des traitements dits instrumentaux et donc non chirurgicaux, qui sont entre les médicaments et l'opération. Ce que l'on peut citer, c'est un traitement par radiofréquence, donc par chauffage de la prostate, qui détruit les terminaisons nerveuses, donc qui va relâcher la prostate. Et puis plus récemment, mais c'est en cours d'évaluation, le Botox, celui que l'on injecte pour supprimer les rides, qui est un décontractant, un paralysant musculaire, peut être injecté également dans la prostate pour décontracter la prostate. Les résultats pour l'instant sont un peu contradictoires. Donc voilà pour le traitement non chirurgical et non médical, entre les deux. Pour la chirurgie, la nouveauté, c'est effectivement le laser. Alors, du laser, on peut retenir qu'il est intéressant pour les patients qui sont à risque hémorragique. En particulier, beaucoup de patients pour des problèmes cardiaques prennent de l'aspirine et donc le laser permet de pouvoir opérer les gens sans arrêter l'aspirine, sans majorer le risque hémorragique. La limite du laser, c'est souvent la taille de la prostate. Si la prostate est trop grosse, le laser a du mal à vaporiser tout le volume prostatique. Et donc, alors qu'on dit que quand on opère quelqu'un de l'adénome de la prostate, il est guéri pour la vie, c'est que le risque de rechute, si l'on veut dire, jusqu'à la fin des jours d'un patient n'est que de 10%. Alors, ça c'est vrai pour la chirurgie dite traditionnelle. Le laser, il faut s'attendre à ce qu'on puisse être amené à faire une retouche de temps en temps, tous les 2-3 ans, parce que la prostate aura repoussé. D'accord. Donc c'est toujours séduisant de se dire qu'on va être opéré par le laser, mais en pratique, les résultats ne sont pas équivalents à ce qu'on obtient avec une chirurgie traditionnelle? Sans doute moins durables. Sont moins durables. D'accord. Si vous aviez, vous, à choisir en termes d'intervention chirurgicale, est-ce que vous préféreriez, est-ce que vous êtes renseigné par rapport à la technique que vous proposez votre chirurgien? Non, je le découvre. Là, à ce stade, je le découvre avec les propos du professeur. Et c'est vrai que c'est rassurant de savoir qu'il y a des technologies comme ça qui avancent un petit peu. Et de savoir que, oui, parce que quand on est patient, on a toujours ce tableau de la chirurgie, du bloc opératoire, du sang, de ces choses que nous ne connaissons pas quand on n'est pas du métier, je veux dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important de savoir qu'il y a des technologies qui font la pointe de ces secteurs et qui arrivent à apporter, qui améliorent très fortement les interventions. Et je crois que vous l'avez bien signalé, vous l'avez bien expliqué. Et c'est important pour nous patients de savoir qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est pour ça qu'à ce stade, aujourd'hui, moi j'ai une nouvelle médication avec 2 autres médications, vous les avez citées tout à l'heure. C'est important de savoir qu'on teste une deuxième phase de médicaments et après on verra un petit peu comment les choses évoluent, sachant qu'il y a une amélioration. Il y a vraiment là aussi, je crois que c'est un sujet à souligner. Il y a vraiment une différence entre le jour et la nuit. Alors ça, c'est vraiment, ça c'est quelque chose. C'est vraiment avec cette nouvelle médication que je prends, les nouveaux médicaments que je prends, que le professeur m'a conseillé, le jour, je n'ai plus de problème. Alors qu'avant, j'en avais beaucoup. Différents, mais j'en avais beaucoup. Tandis que la nuit, ça persiste encore un petit peu, avec effectivement des mictions fréquentes, moins fréquentes, pratiquement réduites jusqu'à 1 ou 2 fois, alors qu'avant c'était 5, 6, 7 fois la nuit, même des fois 10 fois. D'accord. Ah oui, impossible de dormir. Ouais. Je ne sais pas si c'est le temps de faire la synthèse ou pas, mais ce qu'on peut retenir en fait de l'entretien qu'on a eu tous ensemble, c'est que d'abord l'adénome de la prostate est fréquent, ça touche les hommes après 50 ans, que l'adénome de la prostate c'est une maladie qui est bénigne. En fait, on entend Bernard, bien sûr, ça vous gêne, mais vous n'en mourrez pas. Vous levez la nuit, vous êtes obligé d'attendre un petit peu pour que le jet vienne. Et puis de se rendre compte également qu'on a beaucoup de possibilités de traitement, que ce soit des médicaments, beaucoup de médicaments peuvent être utilisés, beaucoup de techniques chirurgicales ou non chirurgicales peuvent être utilisées. Et ce que l'on peut donc retenir en synthèse, c'est qu'il faut arriver à ce que le traitement de l'adénome de la prostate soit sur mesure. C'est-à-dire que chaque patient a une prise en charge très spécifique en fonction de qui il est, quelle est la nature de ses symptômes et quelle est la réponse des symptômes au traitement. Et le rôle de chaque médecin est de trouver le traitement le plus approprié. Il n'y a pas un traitement pour tout le monde. C'est ce que je suis en train de découvrir, effectivement, dans mon cas.
effectivement, c'est tout à fait exact. Oui. Ben voilà. Et ben voilà. Je pense qu'on a synthétisé avec ces discussions. Donc l'adénome de prostate est une pathologie très fréquente pour laquelle il y a des solutions, aussi bien médicales que chirurgicales. Et nous espérons, avec cette émission, avoir pu vous donner un petit peu un éclairage sur cette pathologie. Merci infiniment de votre présence. Merci.